Mais qu'est-ce que c'est donc que les larmes de Saint-Laurent? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Les larmes de Saint-Laurent de Dominique Fortier. Dominique Fortier, c'est l'ami d'une amie et une de mes amies Facebook que je n'ai jamais rencontrée, qui m'apparaît fort sympathique. Je sais qu'elle est traductrice, qu'elle a publié plusieurs romans, dont certains ont été primés et récompensés. Alors, il s'est retrouvé dans mes mains. Dominique Fortier est née en 1972 à Québec et elle a fait des études littéraires à McGill. Elle est traductrice et elle a publié 5 romans. Son premier roman, publié aux éditions Alto, comme celui-ci, s'intitule « Du bon usage des étoiles » et j'en ai entendu beaucoup de bien. Les larmes de Saint-Laurent, c'est son deuxième. La porte du ciel, et Au péril de la mer et Les villes de papier. Avec Nicolas Dickner, elle a publié le texte « Révolution ». Elle a été lauréate au prix littéraire des collégiens et pour Au péril de la mer, elle s'est remporté le prix du gouverneur général. Les larmes de Saint-Laurent, c'est un roman en 3 parties. La première partie est intitulée Monstres et mystères. Ça se passe en 1902, en Guadeloupe, et on suit Baptiste Cyparis. D'abord, dans toutes ses multiples vies et les multiples métiers qu'il fait où il change sans cesse de nom, et en arrière-plan, il y a la montagne Pelée qui s'apprête à faire sa grande éruption. Éruption qui tuera toute la ville de Saint-Pierre, à l'exception de Baptiste Cyparis. Et ça, c'est un fait historique. Dans la deuxième partie, intitulée L'harmonie des sphères, on suit Edward Love. Ça se passe à Londres, à peu près à la même époque que la première partie. Edward Love est un mathématicien. Sa femme est fascinée par la nature et les bruits de la Terre et les mouvements de la Terre et il se met à étudier ça lui aussi. Ils font un voyage à Pompéi où il est justement fasciné par le Vésuve et par les fouilles archéologiques qui commencent à ce moment-là dans Pompéi. On a des passages super intéressants et j'ai appris pas mal de trucs sur comment se sont déroulées ces fouilles archéologiques-là. Cyparis, comme Edward Love, sont des personnages qui ont véritablement existé, mais avec lesquels l'autrice a pris plusieurs libertés. On a peu d'informations historiques biographiques sur Cyparis, donc elle a pu en prendre les libertés qu'elle voulait. Et quant à Edward Love, elle dit, né en 1863, le mathématicien Augustus Edward Hugh Love s'est intéressé aux questions de géodynamique et d'élasticité des solides, domaines dans lesquels il a réalisé d'importantes découvertes. Je saute quelques lignes. On a baptisé en son honneur les nombres de Love, qui servent à mesurer la déformation de la Terre sous l'influence des marées, et les ondes de Love, ces Love Waves, merveilleusement nommées, encore utilisées aujourd'hui dans l'étude de la croûte terrestre et des tremblements de terre notamment. Je me suis borné à emprunter à Edward Love son nom et ses découvertes, et, le rajeunissant de quelques années, j'ai pris plaisir à lui inventer une existence que ceux-ci me semblaient appeler, c'est-à-dire son nom et ses découvertes. J'aime à croire qu'il ne m'en aurait pas voulu. Moi, j'ai l'intuition que les Love Waves, qu'elle qualifie de merveilleusement nommés, et effectivement, si on ne sait pas que Love, c'est un nom de famille, les Love Waves, c'est poétique, c'est riche, je soupçonne que c'est probablement à la base du projet de roman au complet. La troisième partie, intitulée justement Love Waves, se passe de nos jours à Montréal. On suit un personnage pas nommé pendant longtemps, qui va chercher plusieurs chiens dans le voisinage et leur fait faire une promenade quotidienne jusqu'au haut du Mont-Royal. On a tout l'hiver et le printemps qui naît, beaucoup de descriptions de la nature, de ce que les 5-6 chiens font autour d'elle, et elle fait la rencontre d'un jeune homme avec qui elle se lie d'amitié, jeune homme qui est intéressé, fasciné par les tremblements de terre et les volcans. Il y a très peu de choses en commun entre les 3 parties du roman. Mais nous, comme lecteurs, parce que justement, on se dit c'est un seul roman, on cherche à faire les liens. Et c'est intéressant de se voir aller à chaque fois qu'il y a un petit fil qui rappelle l'autre, de dire « Ah, voilà, là, il y a un lien, là, il y a un lien ». Les liens ne sont pas très, très forts, mais évidemment, à la fin du roman, tout est ramassé. Mais la chose qui est véritablement le fil conducteur, si on veut, du roman, c'est le volcan. Donc, d'une part, toute la montagne Pelée qui se prépare à entrer en éruption en 1902 dans la première partie et son éruption et comment Cyparis y survit. Dans la deuxième partie, c'est le Vésuve qui est le volcan en question et Pompéi et l'intérêt que ça suscite chez Love et sur ses travaux mathématiques. Dans la troisième partie, bon, là, il y a plusieurs allusions. D'abord, la réflexion par rapport à ce qu'on faisait tous enfants, c'est-à-dire le Mont-Royal est un ancien volcan et le lac de Castor, c'est son cratère. On sait que c'est pas vrai. Il y a l'intérêt du personnage masculin pour des livres de volcanologie et de sismologie. Et il y a plusieurs autres petits éléments qui viennent des autres parties et qui sont repris dans la troisième partie pour bien boucler la boucle.
Il y a une autre chose qui unit les trois sections, et c'est une image qui revient à plusieurs moments, sous plusieurs formes différentes, qui devient une espèce de motif dans l'œuvre. C'est cette image de choses qui descendent du ciel tout doucement, qui scintillent, de la poussière pour le volcan, des étoiles filantes, la neige sur le Mont-Royal, et ça revient plusieurs fois et c'est très, très beau. Quant au style du roman, on a une belle phrase longue avec souvent beaucoup d'images, beaucoup de petits compléments, mais ça n'est pas une phrase lourde, une phrase pompeuse, ça demeure très simple et très doux. En essayant de qualifier le style de Dominique Fortier dans ce roman, m'est venue en tête l'expression « douce nostalgie ». Puis après, je me suis dit, oui, mais la nostalgie n'est pas vraiment un thème du roman. Pourquoi est-ce que c'est l'expression qui me vient en tête? Je ne sais pas. Il y a une grande douceur dans toute cette narration. Il y a l'impression d'une retenue malgré la longue phrase et l'abondance d'images. Et finalement, je réalise que plus j'essaie de mettre le doigt sur une expression qui qualifierait le style de l'auteur ici, moins j'y arrive. Donc, ça m'échappe sans cesse. Ça explique peut-être pourquoi tant de plateformes qui parlent de littérature n'abordent pas le style, parce que ça n'est pas toujours facile de qualifier le style d'un auteur ou d'une œuvre, surtout quand on ne fait pas une étude, mais bien une seule lecture et on donne des impressions. Mais quand même, je persiste à parler du style parce que c'est ça qui fait l'essence de la littérature, à mon avis. Comme extrait pour illustrer mes remarques sur le style, je vais tout simplement vous lire le premier paragraphe du roman. Il s'ouvre justement sur cette image de petites particules fines qui tombent. Monstres et merveilles, c'est la première partie. Il neigeait des confettis sur Saint-Pierre. Les flocons de papier lancés par poignées du haut des fenêtres et des balcons de la rue Victor-Hugo se déposaient dans les feuilles des palmiers, sur les pavés, les voitures et jusque dans les naseaux des chevaux qui secouaient la tête pour les chasser. Portés par la brise de la mer, ils virevoltaient un instant avant de venir blanchir les épaules des hommes costumés de jupes et de corsages, d'où sortaient, incongrus, leurs puissants bras chocolat au milieu des froufrous et des dentelles, et recouvraient d'un voile les cheveux de leurs compagnes qui se promenaient d'un pas dandinant, vêtus de pantalons retenus lâchement par des bretelles de toutes les couleurs. Chaque année, au début du mois de janvier et à la fin de février, avait lieu le carnaval où tout un chacun se trouvait brièvement possédé par le facétieux esprit de l'envers. Marchands, ouvriers du port, vendeuses de fruits, pêcheurs et femmes de petite vie descendaient ensemble dans la rue au dimanche gras pour ne plus la quitter pendant les 3 derniers jours, qui se passaient en danse, en défilés et en beuveries. Les festivités culminaient après un lent crescendo, en une apothéose qui à la fois couronnait le carnaval et y mettait un terme à l'aube du mercredi des Cendres. Donc vous voyez ici l'image des confettis qui tombent et virevoltent. Elle reviendra sous d'autres formes tout au long du roman. Mais quand je vous dis une longue phrase, mais où je manque pas de souffle et qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de détails, mais c'est pas lourd, c'est pas pompeux, ça demeure très très simple et doux. Portés par la brise de la mer, les confettis, ils virevoltaient un instant avant de venir blanchir les épaules des hommes costumés de jupes et de corsages d'où sortaient, incongrus, leurs puissants bras chocolat au milieu des froufrous et des dentelles, et recouvraient d'un voile les cheveux de leurs compagnes qui se promenaient d'un pas dandinant, vêtus de pantalons retenus lâchement par les bretelles de toutes les couleurs. On a une belle image, on a une belle description, c'est super beau, ça se lit vraiment bien, c'est un beau roman que je vous recommande. Et maintenant, les larmes de Saint-Laurent, c'est quoi? Selon la mère d'un des personnages, les larmes de Saint-Laurent, ce sont les étoiles filantes du mois d'août, puisqu'elles tombent environ à la Saint-Laurent. Et pourquoi Saint-Laurent pleure-t-il? Vous l'apprendrez dans le roman. Et pourquoi la rue Saint-Laurent s'appelle Saint-Laurent à Montréal? Bien, ça aussi, vous trouverez ça là-dedans. Alors voilà, c'était mes impressions de lecture des larmes de Saint-Laurent de Dominique Fortier. Merci d'avoir été à l'écoute. Aimez, commentez, partagez. Bonne lecture.